Bonjour camarades, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de 3 histoires contemporaines et plutôt glauques, même carrément glauques. La première histoire dont on va parler est celle d'Elisa Lam. Nous sommes en 2013. Elisa est une Canadienne de 21 ans et la scène se passe à l'hôtel Cecil de Los Angeles. Le 31 janvier 2013, elle est censée quitter l'hôtel pour rejoindre ses parents à Santa Cruz. Ceux-ci, n'ayant pas de nouvelles, s'inquiètent et contactent la police. Le 19 février, des clients de l'hôtel se plaignent de la faible pression de l'eau, qu'elle soit trouble et qu'elle ait mauvais goût. Le service de maintenance monte sur le toit de l'hôtel pour inspecter un réservoir et découvre le corps d'Elisa nue, avec ses vêtements et effets personnels dans l'eau. Sa mort est encore aujourd'hui un mystère. En l'absence de preuves physiques, le médecin légiste conclut à une mort par accident due à une noyade. Ce qui a rendu cette affaire célèbre est une vidéo d'Elisa enregistrée le 31 janvier, jour de sa disparition. Sur cette vidéo, on la voit entrer et sortir d'un ascenseur à plusieurs reprises. On la voit appuyer de manière frénétique sur tous les boutons pour pouvoir sortir. On la voit en train de parler, de crier sur quelqu'un. Le problème, c'est qu'elle est seule. Il n'y a personne sur la vidéo. On la voit ensuite essayer de se cacher. Elle est en panique et on ne sait pas pourquoi. Il n'y avait personne, ni dans l'ascenseur, ni dans le couloir. Elisa Lam était sujette à la bipolarité et à la dépression. Il est probable qu'elle ait été victime d'hallucinations dans cet ascenseur. Le 26 janvier déjà, son colocataire dans l'hôtel s'était plaint de son comportement bizarre. Elle sera déplacée dans une chambre simple 2 jours plus tard. Cet hôtel n'en était pas à son premier fait divers tragique. L'un des meurtres les plus célèbres de l'histoire de Los Angeles y eut lieu, avec le meurtre d'Elizabeth Short, surnommée le Dahlia Noir. On reparlera sûrement de cette affaire dans une autre vidéo. Une autre femme fut violée et assassinée. 2 tueurs en série, Jacques Unterweger et Richard Ramirez, y ont séjourné. Et plusieurs suicides y ont eu lieu également. Pour la deuxième histoire, nous allons parler d'Ed Gein. Ed Gein est né en 1906 dans le Wisconsin. Son père était alcoolique. Ce n'est déjà pas facile comme situation, mais sa mère était bien pire. C'était une religieuse fanatique qui répétait en boucle que les femmes étaient des créatures du diable. Elle s'efforce de décourager tout désir sexuel chez ses 2 fils. Elle méprise son mari et prie chaque soir pour qu'il meure. Et elle insulte régulièrement ses fils, de bon à rien. Durant leur adolescence, elle prive ses enfants de tout contact avec les jeunes de leur âge. Ce qui ne dérange pas le jeune Ed. Il voue en effet un véritable culte à sa mère. Mais son frère Henry essaye de mener une vie normale. Le 16 mai 1944, Henry met le feu par accident à un marais de la ferme familiale. Les pompiers réussissent au bout de plusieurs heures à contenir le feu. À la fin de la journée, on s'aperçoit que personne n'a vu Henry depuis plusieurs heures. On retrouve son cadavre sur la zone brûlée. La cause officielle de la mort serait une crise cardiaque. Mais les enquêteurs pensent qu'Ed Gein aurait pu tuer son frère. Mais rien n'a été prouvé. 1 an et demi plus tard, sa mère décède. Il a alors 39 ans et sa vie bascule. Sa mère constitue le seul repère dans sa vie. Et il se retrouve livré à lui-même pour la première fois. Il n'accepte pas la mort de sa mère et commence des incantations devant sa tombe. Il se met alors à déterrer des cadavres de femmes et à découper leur peau pour se faire un habit humain. Je pense qu'on rentre parfaitement dans la définition d'une histoire glauque.
En novembre 1957, une femme de 58 ans disparaît et un témoin affirme avoir vu Ed Gein rôder près de la boutique de la victime. La police se rend à la ferme de ce dernier. Ce qu'ils y découvrent est effrayant. Des cadavres, des morceaux humains dans des bocaux, des abat-jours, rideaux, gants, draps, en peau humaine. Le corps de la femme de 58 ans a été retrouvé pendu par les pieds à une poutre. Elle a été décapitée, éventrée et vidée de ses entrailles. Il est arrêté le jour même et avoue le meurtre de 2 femmes et la violation d'une quinzaine de sépultures. Il est probable qu'il ait en réalité tué beaucoup plus de femmes, mais son procès est limité en raison de soucis économiques. Le procureur refuse d'ouvrir les tombes, qu'Ed Gein dit avoir profanées pour ne pas traumatiser les familles. Cela aurait pourtant permis de vérifier si les morceaux humains retrouvés à la ferme provenaient de cadavres déterrés ou s'il avait lui-même tué ces femmes. Lors de son procès en 1957, il plaide la folie et est déclaré aliéné au moment du crime. Pour calmer les esprits, les experts psychiatres envisagent un procès dans quelques années selon son évolution psychiatrique. En novembre 1968, soit 11 ans plus tard, la justice décide qu'Ed Gein est sain d'esprit et peut être jugé. Le procès ne dure qu'une semaine et Ed Gein est jugé coupable. Lors d'un 3e procès, il est finalement déclaré non coupable car mentalement irresponsable et est acquitté. Il n'est évidemment pas laissé en liberté et est interné dans un hôpital psychiatrique où on lui diagnostique une schizophrénie. Il y meurt en 1984 d'une insuffisance respiratoire à l'âge de 77 ans. Son histoire vous dit peut-être quelque chose puisqu'elle a inspiré la série de films Massacre à la tronçonneuse. La 3e histoire concerne June et Jennifer Gibbons, 2 sœurs jumelles surnommées les Silent Twins. Et leur histoire est assez effrayante. Les sœurs sont des citoyennes britanniques originaires de la Barbade. Leur père est technicien de la Royal Air Force et leur mère est mère au foyer. Les jumelles sont inséparables et présentent un trouble de la parole. Et personne, en dehors de leur famille, ne les comprend. Elles n'ont donc aucun lien avec les autres enfants et sont mises à l'écart par leurs camarades. Les responsables scolaires les laissent même partir plus tôt pour qu'elles ne soient pas intimidées. Les années passant, leur langage est de moins en moins compréhensible et les jumelles en viennent à ne parler qu'entre elles. C'est un exemple de christophasie, un langage secret développé par 2 personnes. À l'âge de 14 ans, des spécialistes décident de les envoyer chacune dans un internat différent. Ceci dans le but de les amener à communiquer avec les autres. C'est un échec. Elles sont muettes et complètement détachées de leur environnement. Une fois réunies, les jumelles passent leur journée dans leur chambre, à écrire des histoires. Elles écrivent plusieurs romans durant cette période. Leurs histoires mettent en scène de jeunes personnes impliquées dans des activités bizarres et même criminelles. Dans le roman Pepsi-Cola Addict de June, un lycéen couche avec son enseignant, est envoyé dans une maison de correction et est violé par un garde. Dans le roman Pugiliste de Jennifer, un médecin veut sauver la vie de son fils atteint d'une maladie cardiaque et pour cela, il tue le chien de la famille et prend son cœur. L'esprit du chien va survivre dans l'enfant et se venger. Les jumelles écrivent avec un style bien particulier et avec des tournures de phrases involontairement comiques. Les 2 jumelles tentent de vendre leurs histoires à des magazines, mais sans succès. Elles commencent alors à commettre des crimes, dont un incendie criminel. Elles sont alors internées dans un établissement psychiatrique en Angleterre, où elles vont rester pendant 14 ans. Durant cette période, leur intérêt pour l'écriture s'estompe. Un article du Sunday Times évoque un pacte que les jumelles auraient passé durant leur adolescence. Si l'une des sœurs venait à mourir, l'autre devrait commencer à parler et à vivre sa vie normalement. Pendant leur internement, elles pensent qu'il est temps pour une des 2 de mourir.
et elle décide d'un commun accord que c'est Jennifer qui doit se sacrifier. Quelque temps après, en 1993, Jennifer meurt d'une myocardite aiguë. Aucune trace de poison ou de drogue n'a été découverte dans son corps. La cause de sa mort est encore inconnue. Quelques jours après la mort de sa sœur, June Gibbons déclare « Je suis enfin libre, libérée. Et enfin, Jennifer a donné sa vie pour moi. » Et depuis, elle parle et vit normalement. Elle donne même des entrevues. On vous a présenté 3 histoires particulièrement glauques. On espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. On se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires. Et à la prochaine, camarades!